Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo où on va traiter de la 22e séance. Je rappelle que on a terminé le deuxième chapitre la dernière fois, donc sur la vidéo 21, avec ces deux parties. Et là, on va enchaîner avec le troisième et dernier chapitre, donc prévu pour ce cours de microéconomie, théorie du choix du consommateur, premier semestre. Très bien, donc l'introduction ainsi que les deux premiers chapitres nous ont permis un petit peu de, je dirais, de jeter les bases de la théorie du choix du consommateur à travers la définition de l'ensemble des concepts qu'on a vus ensemble. Ça nous a permis aussi donc de formaliser ce qu'on appelle le problème du choix du consommateur, qui est bien sûr un agent économique rationnel qui se trouve toujours dans une situation de rareté, un budget limité face à des besoins illimités, et donc obligé de faire des choix. Des choix bien sûr qui portent d'abord sur les biens à consommer, sur la quantité à consommer, mais aussi sur la manière de consommer. Et pour justement répondre à ces trois questions et déterminer ces trois choix, eh bien, le consommateur doit trouver une combinaison qu'on appelle la combinaison optimale, la combinaison rationnelle, c'est-à-dire la meilleure combinaison. Pour simplifier, on a supposé que cette combinaison se compose uniquement des quantités de deux biens X et Y. Et cette combinaison optimale, il doit respecter deux conditions, vérifier deux conditions. D'une part, il doit être accessible, c'est-à-dire ne pas dépasser le budget, ou si vous voulez, donc épuiser totalement le budget du consommateur ou son revenu. Et d'autre part, deuxième condition, il doit lui apporter le maximum d'utilité, le maximum de satisfaction. Et par conséquent, donc la combinaison optimale, c'est celle qui maximise l'utilité sous la contrainte budgétaire. Et on a vu donc comment on a résolu ce problème du choix du consommateur en utilisant la méthode de Lagrange, et qui nous a permis bien sûr d'établir aussi les conditions, la loi, ce qu'on appelle la loi de l'optimum, à savoir le consommateur est à l'équilibre, ou il est à l'optimum si et seulement si, il égalise le rapport des utilités marginales des deux biens X, Y, c'est-à-dire le TMS, avec le rapport des prix. Et à partir de cette condition d'optimalité, bien sûr, on peut, à travers quelques manipulations mathématiques, trouver ce qu'on appelle la combinaison optimale X étoile, Y étoile. Graphiquement aussi, on a établi la solution au problème du choix du consommateur comme étant le point de tangence entre la droite budgétaire, ce qui traduit l'idée que je dois respecter l'égalité entre le revenu et la dépense, et d'autre part, donc, point de tangence entre la droite budgétaire et la courbe d'indifférence la plus élevée pour avoir le maximum de satisfaction. Et donc, on a travaillé sur pas mal d'applications. Alors, aujourd'hui, on va attaquer le dernier chapitre qui traite de la demande et des élasticités. D'accord? Donc, chapitre 3. Je rappelle, c'est notre dernier chapitre. Donc, demande et élasticité. Très bien. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, quand on travaille sur la théorie du choix du consommateur, l'objectif principal, c'est d'établir justement cette fonction de la demande. Et quand je parle de la demande, c'est pas uniquement la demande du consommateur, d'un seul consommateur, mais la demande du marché. Mais pour avoir la demande du marché, c'est-à-dire la demande de tous les acheteurs, de tous les consommateurs, eh bien, il va falloir, passer par d'abord la demande individuelle, d'accord, c'est-à-dire d'un seul consommateur. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, donc depuis l'introduction jusqu'au deuxième chapitre. Donc, on a établi la demande d'un seul consommateur, grâce à l'équilibre du consommateur. C'est-à-dire, en fait, quand je trouve X étoile, Y étoile, X étoile, c'est quoi? C'est la quantité demandée par le consommateur à l'optimum. Et Y étoile, c'est la quantité demandée par le consommateur du bien Y à l'optimum. Donc, ce qu'on appelle la combinaison optimale, donc il y a une autre appellation qu'on utilise et qu'on va utiliser à partir de ce chapitre, à savoir donc la demande d'un bien. La demande d'un bien, c'est quoi? Par un consommateur, c'est la quantité que le consommateur va choisir d'acheter, de consommer. Parce qu'on suppose tout ce qui est acheté et consommé automatiquement. Et donc, c'est
on parle par exemple de X étoiles ou de quantité de X, hein, donc qui a été choisie par le consommateur, c'est aussi la quantité demandée, d'accord, par le consommateur de ce bien, que ce soit X ou Y. Et donc à partir hein, donc de ces demandes individuelles, on va en déduire ce qu'on appelle la demande du marché, la demande globale, et grâce à cette demande justement du marché, on va la confronter à quoi? Ben, à la quantité qui sera vendue par toutes les entreprises ou tous les producteurs sur le marché, c'est-à-dire l'offre. Et donc, en confrontant l'offre et la demande, ben, on obtient ce qu'on appelle le prix du marché, le prix d'équilibre. Donc, tout le travail qu'on va faire, que ce soit, qu'on a déjà fait ici au premier semestre, mais aussi ce qu'on fera au deuxième semestre, sera destiné justement à expliquer l'émergence, la formation, la variation des prix. Et pour cela, on a besoin toujours de l'offre et de la demande. Les quantités demandées par les consommateurs, achetées par les consommateurs, mais aussi les quantités vendues, d'accord, offertes par les producteurs. Donc, pour l'instant, on est dans le côté demande. Hein. Le côté offre, on le verra au deuxième semestre. Très bien. Alors, on va voir comment on construit la fonction de la demande, d'accord? Et une fois on a construit la fonction de la demande, donc on va essayer de voir comment elle réagit par rapport aux variables qui la composent. Donc en général, la fonction de la demande va dépendre du revenu du consommateur, du prix du bien et du prix des autres biens. Et donc là, on va faire varier ces trois variables et on regardera, on étudiera l'impact hein, donc sur la demande, c'est-à-dire la quantité qui va être achetée par le consommateur chaque fois qu'on va lui changer le prix, le revenu, etc. Comment le client ou le consommateur va réagir suite à une augmentation et une baisse de prix, comment il réagira suite à une augmentation ou à une baisse de son revenu, et ainsi de suite. Et donc, pour étudier toutes ces variations de la fonction de la demande par rapport à ces variables, on utilise un concept en microéconomie qui s'appelle l'élasticité, d'accord, qui va mesurer le degré de réaction ou de sensibilité de la fonction de la demande. Très bien. Voilà un petit peu hein, donc l'objectif de ce chapitre. Et vous allez voir que ça va vous permettre de comprendre pas mal de choses, hein, donc sur le plan pratique. Donc c'est très très intéressant parce que ça fait référence un petit peu à tout ce qui touche au prix, aux réactions de la clientèle, certains comportements qu'on ne comprend pas toujours, donc on va essayer de leur donner une explication rationnelle bien sûr, mais aussi vous allez découvrir que ça permet aussi de prendre des décisions, ça permet d'aider que ce soit le consommateur, mais aussi l'entreprise, à prendre les bonnes ou les meilleures décisions en utilisant notamment le concept d'élasticité. Donc, on verra ça, bien sûr, au fur et à mesure hein, de l'évolution donc des séances. Mais pour l'instant, donc, on va commencer, bien sûr, par la première section, d'accord? Alors, section 1, ok? Donc, on va s'intéresser à la fonction de la demande. Très bien. Alors, la fonction de la demande, donc on va définir de quoi parle-t-on, bien sûr. Comment on va établir ou élaborer sa formule ou son expression, ok. On va voir un petit peu ses propriétés, etc. Et tout ça, ce sera accompagné, bien sûr, par des applications concrètes. Très bien. Alors, on va dire un premier point, donc définition. Définition de la fonction de la demande. Très bien. Alors, première chose qu'il faut savoir pour que vous puissiez un petit peu rester dans la continuité de ce qu'on a expliqué auparavant, c'est que quand je parle de la quantité demandée, c'est la quantité consommée. OK? Ou si vous voulez, la quantité achetée. Donc, tout ce qui est acheté par le consommateur, elle est consommé. Et donc, ça veut dire tout simplement, c'est la quantité qui est demandée. Hein. Donc, j'ai acheté 3 chemises, ça veut dire j'ai demandé 3 chemises et je vais consommer 3 chemises. Ok. J'ai acheté un ordinateur, donc j'ai demandé un ordinateur, je vais consommer un ordinateur. Très bien. Alors, une fois on a précisé hein, donc ces deux concepts, alors maintenant, comment on définit cette fonction de la demande? Donc, comme n'importe quelle fonction, donc maintenant vous comprenez le principe. Fonction, donc c'est une relation mathématique entre toujours deux ensembles ou deux variables, si vous voulez. Donc, c'est une relation donc entre quoi et quoi? Eh bien, la fonction de la demande, donc c'est une relation mathématique entre la quantité demandée, c'est-à-dire la quantité qui sera achetée par le consommateur, et
toutes les variables ou tous les facteurs qui influencent, d'accord, cette quantité achetée ou l'achat de cette quantité. On va voir qu'il y en a plusieurs, ok? Donc, je répète, la fonction de la demande représente une relation entre la quantité demandée par le consommateur et tous les facteurs ou toutes les variables qui la déterminent. Donc, on va noter ça, ok? Alors, la fonction de la demande, ok, donc établit une relation, ou si vous voulez, hein, donc définit une relation, ou correspond, plus simple, correspond à la relation mathématique. Forcément, dans le modèle néoclassique, tout est mathématique. Donc la relation mathématique entre la quantité, je dirais optimale, je le précise, hein, parce que le consommateur, comme il est rationnel, donc il ne va pas acheter n'importe quelle quantité, donc toujours il va acheter soit X étoiles, enfin X étoiles, Y étoiles, Z étoiles, suivant le nombre donc de biens que vous allez retenir, mais toujours il va choisir la meilleure quantité de chaque bien. Donc la quantité optimale demandée par le consommateur, n'est-ce pas? Donc la quantité optimale, vous soulignez optimale, demandée par le consommateur, ok, et les variables, d'accord, les variables qui la déterminent, c'est-à-dire qui influencent en fait cette quantité. Qu'est-ce qui influence l'achat d'un bien ou d'un service par le consommateur? Et donc, voilà, on établit la relation entre ces variables qui influencent la quantité consommée et puis la quantité qui va être choisie par le consommateur. Donc, il la détermine. Toutes les variables. OK? Très bien. Donc, si je schématise un petit peu, donc là, vous avez toutes les variables influençant l'achat ou la consommation, comme vous voulez. Et là, vous avez la quantité demandée, ou la quantité qui est choisie par le consommateur, bien sûr. Et donc là, la relation entre les deux qui va faire le lien, hein, donc c'est la fonction de la demande. La fonction de la demande. Comme la fonction d'utilité donc établit une relation entre les quantités consommées et la satisfaction, eh bien la fonction de la demande va établir une relation entre les variables qui influencent l'achat, la décision d'achat du consommateur, et puis la quantité qu'il va réellement acheter, la quantité de demander. Alors justement, quelles sont ces variables qui influencent l'achat, la consommation donc du client, du consommateur? Très bien. Alors les variables, donc influençant la quantité demandée. Donc, il y en a plusieurs. Je vais en citer quelques-unes. Donc, bien sûr, il y a le revenu. C'est essentiel. Le revenu du consommateur. Le prix du bien acheté. Le prix des autres biens. Ça aussi, c'est très important. Les autres biens, donc les autres biens, ça peut être soit des biens qui sont substituables, rappelez-vous, ou des biens complémentaires, c'est des biens qui peuvent remplacer hein, donc le bien que je vais acheter, ou des biens qui sont nécessaires pour consommer le bien dont j'ai envie. Donc des biens substituables, par exemple, le thé ou le café, donc je peux remplacer l'un par l'autre. Et donc la demande du thé dépend du prix du thé, n'est-ce pas? Mais aussi il dépend du prix du café. Parce que imaginons que bon, moi je préfère le thé au café, mais demain le prix du thé il devient très très cher, et donc ça devient hors de ma portée, hein, donc je dirais financièrement parlant. Par conséquent, donc je dis, bah, je peux pas continuer à acheter ou consommer du thé, donc je dois le remplacer par autre chose qui est moins cher. Qu'est-ce qui est moins cher et qui est substituable? Bah, le café. Donc là, vous voyez, la demande du thé, il va baisser. Et la demande du café va augmenter. Donc, et pourtant, ce n'est pas le prix, je dirais, comment dirais-je? Donc, ce n'est pas le prix du café qui a changé, c'est le prix du thé. Vous voyez, la demande du café dépend du prix du thé. Et inversement aussi, la demande du thé dépend aussi du prix de l'autre bien, c'est-à-dire le prix du café. Donc, si demain, par exemple, le prix du café devient trop cher, bah, les gens qui
d'habitude prennent du café, ils vont le remplacer par du thé. Vous voyez, hein, donc la demande d'un bien dépend du prix de ce bien, mais aussi les prix des biens concurrents, c'est-à-dire les biens qu'on peut, qu'on peut leur substituer. Donc les biens substitués, mais aussi les biens complémentaires aussi, hein, ça influence. Donc si par exemple je prends les voitures et l'essence, donc la demande des voitures dépend du prix des voitures, mais dépend aussi du prix de l'essence. Si demain le prix de l'essence il va être multiplié par 3 ou par 4, il devient trop cher, ben, les gens ils vont réduire leurs achats des voitures à essence. N'est-ce pas? Et ce n'est pas le prix de la voiture qui a changé, mais le prix de l'essence, le bien complémentaire. Donc, le prix ou la demande d'un bien dépend du prix du bien acheté, mais aussi le prix des autres biens qui peuvent être, hein, donc je le mets ici, substituables, c'est-à-dire concurrents, hein, donc on peut remplacer l'un par l'autre, ou complémentaires, ça veut dire qu'on a besoin de ce bien pour consommer les biens qui nous intéressent. Donc, soit substituable, soit complémentaire. Ça dépend aussi de la qualité, aussi, hein, donc la qualité joue. Ça dépend des goûts, des préférences, les goûts, les préférences. Ça dépend de l'effet de mode, hein, donc il y a parfois des vêtements qu'on achète, uniquement parce que c'est la mode, mais une fois la mode passée, donc on oublie, on ne les achète plus, etc. D'accord? Voilà, donc il y a plusieurs variables, hein, on ne va pas lister tous les facteurs. Donc la fonction de la demande dépend de plusieurs variables, mais l'analyse microéconomique, notamment le modèle néoclassique, eh bien, on va retenir uniquement 3 variables. D'accord? Alors, quelles sont ces 3 variables? Alors, on va les préciser. Donc, dans le modèle néoclassique toujours, on est dans l'école néoclassique standard, c'est-à-dire de base, eh bien, on retient, d'accord, donc on suppose, donc on fait une hypothèse, on suppose que la demande, donc la demande représente les quantités demandées, donc la demande dépend principalement, donc voilà, c'est une hypothèse simplificatrice, principalement de 3 variables. Donc, quelles sont ces 3 variables qui nous intéressent? Donc, il y a le prix du bien, n'est-ce pas? Le prix des autres biens, ok, qui peuvent être, encore une fois, soit substituables, soit complémentaires, et bien sûr, le revenu du consommateur. Ça, c'est incontournable, n'est-ce pas? Donc voilà 3 variables. Alors pourquoi on fait cette hypothèse? Juste pour la simplification, parce que si je retiens toutes ces variables-là, je me retrouve avec une fonction avec 10 ou 15 variables, et là ça devient compliqué de faire les dérivés, etc. Donc pour simplifier le traitement mathématique, donc comme d'habitude, hein, maintenant vous connaissez un petit peu l'histoire, eh bien on va réduire le nombre de variables par hypothèse. Très bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela revient en fait à supposer, donc cela implique que les autres variables, d'accord, les autres variables vont être maintenues fixes. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus changer, vont être maintenues constantes ou fixes, la même chose. Donc on va les garder constantes. Ok, et par conséquent, ça veut dire que tout notre raisonnement, bien sûr, dans ce chapitre, va être, ok, donc tout notre raisonnement va être, je dirais, basé sur la fameuse phrase, je crois qu'on a déjà parlé, la fameuse phrase, toute chose égale par ailleurs. Toute chose égale par ailleurs. D'ailleurs, tout le raisonnement économique doit être basé sur ça, hein, parce que effectivement, on ne tient pas compte de toutes les variables. Donc, il y a des variables que si on prend en considération leur effet, donc ça va changer beaucoup de choses. Donc, justement, pour simplifier l'analyse et dire quelque chose de clair, on suppose que les autres variables sont fixes,
Ils n'ont pas d'effet, ils n'ont pas de conséquences, ils ne vont pas changer le résultat. Et donc, pour résumer ça, on dit toute chose égale pareil. C'est-à-dire toutes les autres variables étant fixes, étant constantes, leur effet est neutralisé. Eh bien, voilà le résultat qu'on vous propose. D'accord? Donc, si je dis par exemple, si le prix des oranges augmente, la demande va baisser. La demande des oranges va baisser. Mais ça, c'est vrai, c'est valable. Toute chose égale pareil. Ça veut dire que toutes les autres variables sont fixes. C'est-à-dire, je ne tiens pas compte des autres variables, que ce soit la qualité, l'effet de mode, voilà, le revenu, le prix des autres biens, etc. Tout ça, je le garde fixe, donc ça n'a aucune influence. Et à ce moment-là, ben, voilà. Ce résultat que j'obtiens, cette proposition, elle est valable, elle est correcte. Mais si je tiens compte des autres variables, il ne sera pas forcément correct, d'accord? Donc voilà, toutes les propositions seront valables sous condition que toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire que toutes les autres variables, eh bien, on va négliger leur effet puisqu'ils sont fixes. Donc, toute chose égale par ailleurs. Je termine la phrase. Ou si vous voulez, ceteris paribus. Ok. En latin, on dit ceteris paribus. Toute chose égale par ailleurs. Ok. Très bien. Notamment donc tout ce qui concerne la qualité, les préférences, les goûts, etc. du consommateur. Donc tout ça, on ne va pas en tenir compte. Très bien. Alors, pour trouver l'expression de la fonction de la demande, bien sûr, donc on va revenir un petit peu à notre démarche du Lagrangien, etc. Mais juste avant, donc il faut savoir qu'il y a deux types de fonctions de la demande en microéconomie. Donc il existe deux types de fonctions de la demande. Bien sûr, on va travailler sur un seul. Donc, pour la suite de ce cours, de ce chapitre, donc deux types de fonctions de la demande. Il y a ce qu'on appelle la demande marshallienne, du nom de l'économiste Alfred Marshall. C'est un néoclassique aussi. Et il y a ce qu'on appelle la demande X'ienne, du nom, bien sûr, de l'économiste aussi néoclassique John X. Ok. Donc, on a deux économistes, chacun, il a inventé, si vous voulez, ou élaboré une fonction de la demande et qui a été, bien sûr, baptisée sur son nom, donc demande marshallienne sur Alfred Marshall, le nom d'Alfred Marshall, et puis demande Xienne, donc par rapport à John X. Très bien. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, la demande marshallienne. La demande marshallienne, donc c'est une fonction de la demande, donc il va établir une relation pareille entre la quantité demandée à l'optimum par le consommateur et les autres variables qui l'influencent. Donc vous avez bien compris que la différence entre les deux va se situer au niveau des variables, forcément. Donc, la demande du consommateur marshallienne, la demande marshallienne, eh bien, il va dépendre de R, le revenu du consommateur, du prix du bien X et le prix des autres biens. Ok. Donc, la fonction de demande marshallienne, donc on va la noter DM. Ok. Et les fonctions, si vous voulez, d'accord, dx par exemple, la demande marshallienne du bien X sera fonction du revenu du consommateur, du prix du bien qui nous intéresse, direct, le prix direct, et le prix des autres biens ou d'un autre bien, donc on va l'appeler Y pour simplifier. Ok. Donc P, PY. Très bien. Alors, cette demande, comment on l'obtient? Eh bien, cette demande, c'est la solution au programme de choix suivant. Toujours, bien sûr, le programme du choix du consommateur. Donc, le consommateur, il va maximiser l'utilité, XY, sous la contrainte, bien sûr, budgétaire. Donc là, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et c'est ce qu'on va continuer à faire. Ok, donc ce qu'on a fait, ce qu'on a obtenu X étoile, Y étoile, ce sont des demandes marshalliennes du bien X et Y. Voilà. Donc, solution au programme, choix du consommateur. Très bien. Alors que la demande Xienne,
La demande xienne, donc on peut la noter DH, par exemple du bien X, eh bien elle est fonction de U, ok, PX et PY. Prix du bien X et le prix des autres biens. Donc qu'est-ce qui a changé? Bah, juste ici, dans la demande marché, on a R. Ici, on le remplace par U. Pourquoi? Parce que justement, cette fonction de la demande, donc c'est la solution au programme du choix suivant. Ok? Très bien. Alors, comment est s'écrit ce programme? Donc, ça va vous changer un petit peu parce que c'est la première fois qu'on va l'utiliser, mais c'est très simple. C'est juste un petit peu je dirais, le programme inverse, hein, donc du programme qu'on a utilisé jusqu'à maintenant. Donc, en fait, la contrainte, l'objectif dans la demande marché, vous voyez, hein, donc l'objectif, il est là. C'est quoi? C'est atteindre le maximum de satisfaction. Et la contrainte, c'est quoi? C'est le budget. Là, on va inverser, c'est-à-dire que le budget va devenir l'objectif. Ok. Et comme c'est une dépense, donc si je suis rationnel, est-ce que je vais maximiser une dépense, quelque chose que je paye? Non. Je vais chercher à payer moins cher, donc à minimiser, non pas maximiser. Et donc, mais je dois aussi respecter l'utilité, c'est-à-dire le niveau de satisfaction. Et donc la satisfaction, qui est ici l'objectif, va devenir là la contrainte. Donc c'est un petit peu, c'est pour ça qu'on l'appelle le programme dual, le programme inverse. Donc le consommateur rationnel va minimiser la dépense. D'accord? Au lieu de maximiser l'utilité, donc il va minimiser la dépense, c'est-à-dire XPX plus YPY, c'est la dépense. Je dépense XPX pour le bien X, pour acheter X, et YPY pour acheter Y. Sous la contrainte que U est égal, bien sûr, la fonction XY est égale à U bar, une constante. Ok? Par exemple, je fixe au consommateur l'objectif d'atteindre 100 unités de satisfaction. Donc, il doit minimiser, hein, donc il doit atteindre ce niveau de plaisir tout en payant le moins cher possible. Okay? Et donc là, on obtient effectivement, pareil, hein, le même raisonnement, la même démarche lagrangien, etc. Et on trouve aussi X étoile, Y étoile. Okay? Et donc là, vous voyez que si on peut faire la différence, donc la demande marshallienne, l'objectif, comme j'ai dit, hein, donc c'est maximiser l'utilité. La demande xienne, l'objectif, eh bien, c'est minimiser la dépense. La contrainte, donc la contrainte chez Marshall, eh bien, c'est le budget, c'est-à-dire R est égal à D, n'est-ce pas? Alors que la contrainte chez John X, bien sûr, c'est U est égal à U bar. Et vous voyez, hein, donc la dualité, hein, c'est l'inverse. Hein, donc, vous voyez, l'objectif ici, la fonction objectif, c'est l'utilité. Il devient la contrainte chez X. Et la contrainte chez Marshall va devenir l'objectif, vous voyez, chez John X. Ok. Alors, pour la suite du cours, on va travailler, bien sûr, avec la demande marshallienne, la fonction de demande marshallienne. Ok, très bien. Donc chaque fois, à partir de maintenant, chaque fois que je vais prononcer le mot marshallienne, ou demande, pardon, donc ça veut dire demande marshallienne, non pas demande xienne. Ok, très bien. Donc, je n'ai pas besoin de préciser à chaque fois, hein, donc demande marshallienne. Alors, deuxième point, donc on va voir construction de la fonction. Donc, on va voir comment on construit. Construction de la fonction de la demande. Alors, parfois, on vous donne l'expression de la fonction de la demande. Maintenant, on va voir comment on l'obtient. Ok? Construction de la fonction de la demande. Alors, juste avant de s'attaquer un petit peu, hein, donc au traitement mathématique, juste pour vous donner un peu du sens économique. Alors, comme je viens de le dire, la fonction de la demande marshallienne qu'on va traiter dépend de trois variables, c'est-à-dire le revenu, le prix du bien X et le prix des autres biens. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cette fonction de la demande, hein, donc si on s'interroge sur son sens? Eh bien, tout simplement que chaque fois qu'on va changer une des variables, eh bien, la quantité achetée par le consommateur, il va être différente, d'accord? La quantité demandée
par le consommateur à l'optimum. Et bien sûr, c'est une quantité d'équilibre, une quantité optimale, c'est-à-dire X étoile, Y étoile. Et donc, chaque fois que je change, par exemple, le prix du bien X, par exemple, j'augmente, eh bien, la quantité va baisser. Si je baisse, la quantité va augmenter. Et donc, la fonction va me permettre automatiquement, au lieu de chaque fois de faire le Lagrangien, etc., eh bien, ça va me permettre de calculer directement la nouvelle quantité, sans perdre du temps et de l'énergie à refaire chaque fois le Lagrangien, les conditions de premier ordre, les conditions de second, etc. Donc, automatiquement, une fois j'ai l'expression de la fonction de la demande, eh bien, je remplace juste les valeurs soit de Px, soit de Py, soit de R, automatiquement, ça va me donner la quantité qu'il va être demandé, acheté, consommé par le consommateur. Et là, bien sûr, hein, donc c'est très très pratique hein, donc d'avoir ou de construire l'expression de la fonction de la demande parce que ça nous permet d'aller plus vite et de gagner du temps.